Les grandes gueules de Radio Espace Guinée reçoivent un panel d'invités et des interactions avec les auditeurs ont lieu sur l'actualité du moment. Les colères, les propositions sont entendues. Les grandes gueules de Radio Espace Guinée se veulent un reflet des préoccupations des Guinéens. Les grandes gueules, une émission populaire qui invite des politiques, des économistes, mais aussi des acteurs de la société civile guinéenne. À suivre tous les jours, 9h-11h sur Radio Espace Guinée et nos radios partenaires. Tous les matins aussi sur Espace TV. Bienvenue si c'est maintenant que vous le faites, mesdames et messieurs. On va essayer de partir avec quelques messages avant de continuer évidemment avec vous, Steve Le Guinéen, c'est comme vous voulez, avec ce autre message qui nous parvient à l'instant T de Alpha Moussa Makadiabi qui nous écrit: bonjour Lamine, et à toute l'équipe, dites à Basekou qu'il ne pourra pas défendre Dr Faya Milimono, et bien qu'il persévère, et bien il dit qu'il persévère ce salaire depuis 25 ans de manière directe ou indirecte. Il doit répondre à cet acte inacceptable. Comme tous les autres fonctionnaires fictifs, je souhaite une meilleure émission au monsieur, à monsieur Mouktar Diallo, l'un des alliés sincères, voilà, il le dit, du RPG Arc-en-Ciel. Bonnes vacances à vous. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit, lui c'est chanté, les casseristes qui se font entendre ce matin. Le chinois est mort. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Faya ne peut pas avoir une d'arrêt, qu'est-ce qu'il dit? Faya ne peut avoir une d'arrêt rare qui est l'accès à la fonction publique et rester indifférent pendant combien de temps sans réclamer donc son droit. Il ne ressemble pas à quelqu'un qui laisse ce genre de choses passer. Lamine, si Alpha Moussa Maka ne s'est pas marié jusqu'à présent, c'est ta faute. Merci. Allez, Korea qui revient dans la balance qui dit même le problème de ils vont tout faire pour lui mettre à terre. Il n'aime pas voir les gens le nom des autres briller. Korea, s'il te plaît. Voilà, sincèrement. Voilà, le message est passé en antenne, il n'y a pas de problème. Voilà. On y va avec cet autre aussi qui nous écrit: bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Dr Faya Milimono n'est pas clair. Son argument ne tient pas. Il nous dira pas quand même que c'est ce régime qui l'interdit son salaire, puisqu'il y a 23 ans, qu'il nous dit la vraie version ce matin. Il s'appelle arroseur arrosé. J'ai honte à sa place. Après tout ce qu'il disait, bonnes vacances à vous. Je sais pas, le message n'est pas signé malheureusement. Alpha Moussa Makadiabi, je pense qu'on a lu ce message, il n'y a pas de souci. On y va avec cet autre aussi. Lui, c'est notre ami du côté de l'UFR. Talibi Dabo est le prototype parfait des cadres de ce régime. Ils mentent à tout le monde pour sauver leurs privilèges. Quand le mensonge ne passe pas, ils procèdent à la corruption, puis aux menaces et à des agressions. Des médiocres érigés au sommet de l'État, aucune morale. On ne peut pas tromper tout le monde tout le temps. 10 ans pour rien, l'heure de bilan a sonné à Radan. Voilà, tu vas entendre ça, c'est l'UFR évidemment. Arastiga. Allez. On y va avec cet autre aussi qui nous écrit: bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Mais honnêtement, j'aime pas parler des personnes, mais j'avoue que ce type Talibi est un problème pour la stabilité et la cohésion sociale à Kankan. Il est le meilleur à menacer les jeunes, à politiser. Qu'est-ce qu'il veut dire? Voilà. C'est qui exactement? Cette manifestation de Kankan n'a rien à voir avec la politique, c'est une revendication d'ordre social. Pourquoi parler de contre-manifestants dans une revendication sociale? Il pose la question. Joyeux anniversaire à Alpha Moussa Makadiabi, l'autre animateur de l'émission, c'est Big Up Kappa du côté de il est de Pades lui. Voilà. Cette manifestation de Kankan est une belle leçon pour les RPGistes. Il doit savoir que tout pouvoir est éphémère, sauf celui de Dieu. Voilà, lui il est du côté des États-Unis. Je pense bien que c'est le monsieur, comment il s'appelle? Allez, BL, voilà, c'est bien cela. Tu as des précisions à nous faire, Antoine Kourma? Des précisions rapidement par rapport à l'état des lieux à Kankan. À ce jour, selon les informations à ma possession, Kankan dispose de 14 groupes électrogènes. C'est de nouveaux groupes qui sont arrivés de ce côté. Avant décembre, EDG avait lancé un appel d'offres pour l'achat de groupes électrogènes. Ils ont pu s'octroyer 4 groupes provenant de la France, de marque Baudouin, selon nos informations, qui ont été acheminés à Kankan, mais qui n'ont pas été installés. Après le président, après sa promesse d'envoyer à Kankan des groupes électrogènes, l'a fait au mois de décembre avec 10 autres groupes, ce qui fait un total de 14 qui ont tous été acheminés à Kankan il y a 3 mois.
Alors, la question, pourquoi ça n'a pas été installé, on nous apprend qu'une société a été recrutée pour l'installation, mais elle a réclamé un montant qui était très élevé. Pour les 4 premiers groupes, à hauteur de 7 milliards de francs guinéens. Alors, les 7 milliards réclamés par la société n'ont pas été acceptés par le nouveau directeur de EDG qui est arrivé, qui n'a pas voulu accepter ce montant qui, pour lui, était exorbitant. Parce que la demande a été faite par le ministère de l'Énergie et l'appel d'offres également, mais EDG n'a pas souscrit à cette offre. De l'autre côté, lorsque les menaces ont commencé à Kankan pour les manifestations, les 10 groupes du président, on a voulu les relancer. Alors, on a à nouveau lancé un appel d'offres pour l'installation de ces groupes. 2 sociétés ont été recrutées, ont souscrit à l'appel d'offres. Chacune d'elles a fait des propositions pour l'installation. L'une a demandé 50 milliards et l'autre a demandé 60 milliards. Rien que pour l'installation. Rien que pour l'installation. Mais c'est à dormir de fou. Des montants, encore une fois, jugés exorbitants par EDG, qui refusent d'y accéder. Alors EDG décide comme cela de faire installer les groupes par ses propres techniciens, ce qui n'était pas le cas avant. Alors, c'est une sorte de défi qui est lancé aux techniciens qui ont été envoyés à Kankan. Alors, la semaine dernière, ils ont tenté d'installer 4 groupes en lieu et place de... Parce qu'il y avait déjà 8 groupes qui étaient en Kankan, qui étaient très anciens et qui sont pratiquement épuisés. Donc vétustes. On tente de remplacer 4 parmi ces 8 par les 4 nouveaux qui sont venus, les 4 qui viennent de la France. L'installation de ces groupes, malheureusement, n'a pas fait objet de communication. Donc, le fait de soustraire les anciens groupes en les remplaçant par de nouveaux groupes, il fallait qu'il y ait une procédure qui a fait que Kankan a été privé de courant électrique. Mais il n'y a pas eu de communication par rapport à cette opération en cours, ce qui a fait que les jeunes ont commencé à faire des menaces et à sortir dans la rue. Alors, lorsque l'opération a commencé par les techniciens de DG, les manifestations selon les techniciens ont empêché les travaux de se poursuivre. Alors, ce qui a fait que non seulement les techniciens n'ont pas pu achever les travaux, mais les manifestations, au regard de leur ampleur, ont fait que EDG n'a pas été à mesure de servir la population en courant électrique. C'est seulement hier, selon nos informations, que les techniciens ont pu tester les groupes en installation et on nous apprend que les essais ont été concluants et le courant, selon nos informations, vont être donnés à Kankan à compter du 4 juillet prochain. Donc, la semaine prochaine en fait. Non, le samedi. Le samedi. À compter de samedi, on nous apprend que les 4 premiers groupes français seront lancés à Kankan et le 20 juillet prochain, les 4 autres parmi les 10 offerts par le président seront lancés, ce qui fera en total de 12 groupes qui seront lancés du côté de Kankan pour la desserte du courant électrique. C'est ce que nous apprend EDG ce matin et on attend de voir ce qui va advenir. Mais je dis une chose, le manque de communication encore une fois est à la base de ce qui se passe à Kankan. EDG normalement aurait dû anticiper sur les manifs en communiquant et pendant la crise, elle aurait dû faire en sorte que les manifestations ne se poursuivent pas à travers des messages de sensibilisation et des communications qui n'ont pas été faites. Antoine Kourouma, allez-y Moussa, quelques précisions à faire. Je pense que ce n'est pas le manque de communication qui est le véritable problème en soi. C'est le mensonge qu'on a servi aux Kankanais depuis le début. C'est ce qui est le véritable problème. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Écoutez, le FNDC, oui, exactement, un énorme mensonge. Vous savez, même lorsqu'on installe des groupes électrogènes, lorsqu'on investit dans le thermique, ce n'est pas un exploit de gouvernance à mes yeux. Du tout. Tous les techniciens savent que le thermique vient en appoint. C'est une solution provisoire en attendant soit l'installation des panneaux photovoltaïques ou bien la construction des barrages hydroélectriques. Donc on met les groupes en attendant que cela se fasse. Vous ne pouvez pas en 10 ans installer des groupes et penser peut-être que c'est un exploit de votre gouvernance et tout cela. C'est plutôt l'expression d'un échec. Il y a quand même eu des réunions à Kankan. Le 23 septembre 2019, il y avait une petite grogne. Les jeunes de Kankan également avaient demandé une meilleure desserte du courant électrique dans leur ville. Il y a une forte délégation qui s'est rendue là. D'ailleurs, le FNDC a sorti les archives liées à cela. Une réunion importante qui a réuni une bonne brochette de responsables qui est chargé donc de ces questions d'électrification de la Haute-Guinée. Le secrétaire général du ministère de l'énergie était là, le chef de cabinet, le directeur général de FOMI, ce barrage dont on parlait tantôt, le coordinateur du projet Capitale Régionale, le coordinateur du projet Guinée-Mali. Donc ils étaient tous là avec les jeunes et avec la notabilité du côté de Kankan. Je vous dis bien le 23 septembre 2019. Alors, les échanges
on portait sur ce qui pouvait être fait maintenant avant que ces barrages hydroélectriques ne puissent commencer à être ne puissent être fonctionnels. Donc, une solution provisoire. Alors, exactement. Donc, ils avaient été décidés la fourniture du courant électrique désormais tous les jours de 19h à 4h30 du matin du côté de Kankan. La fourniture du courant à l'occasion des fêtes nationales de 19h à 5h du matin et les samedis de 19h à 5h du matin également. Alors, cet engagement a été signé des responsables du ministère, des responsables de la délégation qui ont fait le déplacement et les jeunes de Kankan ont été également servis de ce mensonge. Les sages également ont été servis de ce mensonge. Alors, lorsque depuis le 23 septembre 2019, vous prenez de tels engagements et ces engagements ne sont pas respectés, dites-moi, il y a quoi de plus normal que des jeunes gens sortent dans la rue pour dire « Vous nous avez menti, donnez-nous du courant électrique ». C'est légitime. Qu'ils disent « Nous ne voulons plus de groupes, nous voulons des barrages hydroélectriques » parce qu'ils savent que si on était dans un processus d'amélioration pérenne des conditions de desserte en électricité de la ville de Kankan, on aurait procédé d'abord par l'installation des groupes électrogènes, ensuite peut-être par les panneaux photovoltaïques, parce que Kankan quand même en matière d'énergie solaire on peut faire beaucoup de choses. Pour toute la Haute-Guinée, surtout Sigiri, regardez ce qui a été installé du côté du Sénégal. Il y a aussi, le processus aurait peut-être conduit en fin de compte à la construction des barrages hydroélectriques. Mais vous ne pouvez pas promettre à chaque fois des bœufs. Après, vous venez servir aux gens des cabris. Ça n'a aucun sens. Il faut une solution pérenne à cette histoire. Qui sait, peut-être même le PM, ils l'ont induit en erreur. Lorsqu'ils finiront là-bas à la mine, vous avez 18 groupes, 20 groupes, 30 groupes. Lorsque vous aurez fini, vous allez avoir affaire à d'autres capitales régionales. Parce que c'est très très important. Merci Il faut beaucoup, que la Moïse. Guinée soit desservie et c'est une réclamation légitime. Allez-y, Tamba. Le mensonge est un cheval qui va très très vite et souvent mais c'est ce que je dis. C'est cette vitesse qui finit par lui coûter. Les gens sont trop forts en Guinée, sincèrement parlant. C'est cette vitesse qui finit par lui coûter ses jambes. On a vu quand même un moment ici, on disait oui, on a maintenant un autre vol. Moi j'étais tellement enthousiaste, à dire je vais partir maintenant à l'intérieur du pays, on aura un autre Air Guinée et tout ça. On a même envoyé le président à l'aéroport. C'est pas possible. Je me dis, mais si ça s'avère aussi que le PM, on l'a menti et il allait dire ça. Non, le Chinois est mort. Sur notre vol, il faut dire, c'était un mensonge avec la collaboration de Antonio Soiré. Finalement, il y a des choses comme ça, quoi. Joli titre de film, mensonge avec la collaboration de quelqu'un. C'est ce qui s'est passé sur Air Guinée. Mais Guinea Airlines, d'ailleurs, ils ont préféré un mot en anglais pour mieux nous emberluer. Voilà. Alors, pour aller plus sérieusement sur le cas de Kankan. Il faut quand même pas perdre de vue dans les réclamations. Je comprends la nécessité ou, si vous voulez, le besoin d'aller à une énergie hydroélectrique. Donc, un barrage. Mais il faut rappeler que Kankan, c'est pas beaucoup de fleuves comme on en trouve dans certaines régions du pays. C'est un affluent du Niger comme le Milo. Il faut ne pas perdre de vue que c'est soumis au régime des pays tropicaux, c'est-à-dire que en saison sèche, l'eau va sérieusement tarir. D'ailleurs, l'ensablement du côté de ce fleuve-là, ça joue déjà beaucoup sur l'approvisionnement en eau de la ville de Kankan. Et je veux, oui, Lamine, je voudrais quand même terminer là-dessus pour dire tout simplement que même si on règle la question du thermique avec ces groupes électrogènes, c'est un autre problème qui va arriver à Kankan, celui de l'approvisionnement. On est habitué à ces ruptures-là et donc, réellement, il faut s'attendre à pouvoir régler ça d'une manière qui soit durable. Mais dans un premier temps, il nous faut une solution qui soit immédiate et c'est les groupes. Les jeunes ne peuvent pas demander autre chose que ça, sinon Kankan va continuer en ébullition et dans le noir. Voilà, une solution pérenne. On va revenir à 11h pour votre plaisir. Marine Garel vous informe à 11h et derrière on reprendra l'antenne évidemment pour votre plaisir parce que c'est ça aussi, Radio Espace. Bonjour Marine Garel. Bonsoir Lamine Guirassi. Eh bien voilà, allez, dans un instant donc, les infos pour votre plaisir et puis derrière on revient. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée.
tous les matins aussi sur Espace TV, exceptionnellement, mesdames et messieurs, évidemment, c'est la dernière de la saison, en tout cas pour notre équipe. Demain, c'est Titi que vous allez retrouver évidemment pour la conduite de cette émission. Merci à vous tous. Saison 12 pour votre plaisir, vers l'installation du Conseil national de la jeunesse en Guinée. L'opération qui avait bruyamment commencé, il faut le dire, qui a été arrêtée il y a 2 ans, donc à la demande express du président Condé, vient donc de reprendre et devrait donc, conformément à une note du département de la jeunesse, rapidement déboucher sur l'élection d'un bureau représentatif des 15-35 ans. Je dis bien des 15-35 ans en République de Guinée. Eh bien, il s'agit, je dis, en bas de doter donc la Guinée, à l'image des pays de la CEDEAO, d'un organe consultatif dédié à toutes les questions relatives aux jeunes. Où en est le processus? Nous posons cette question ce matin à monsieur le ministre de la Jeunesse, c'est bien sûr Mouktar Diallo, donc il sera en direct ce matin dans cette émission Les GG. Et puis nous allons faire un saut aussi du côté de la Mauritanie, d'où nous attend donc notre confrère Abdallah qui va intervenir sur notre antenne. On va rester toujours avec vous, mon cher Moïse. Voilà, sauf que le curseur n'est pas levé, donc c'est qui est plus simple, évidemment, eh bien, ça l'a choisi directement. Bien, on va parler de cette enquête de Moussa Moïsi là, et c'est très important. Absolument, avec Moussa Moïse, notre Colombo habituel, un sujet tous les jours. Ce serait justement intéressant de l'entendre à nouveau. Moussa. Justement, donc vous parlez, vous dites Moussa à la fin de l'émission. Ok, voilà. Allez, le trafic des numéros matricules à la fonction publique, c'est bien ça. Exactement, il y a quelque chose qui ne sonne pas faux dans ce que Dr Faya Milimono a dit. Ouais. Je ne suis pas en train de dire qu'il est totalement blanc, mais le trafic de numéros matricules existe bel et bien, et c'est d'ailleurs l'une des pathologies de notre fonction publique. J'en veux pour preuve, c'est quelques données sur les enquêtes que nous menions, notamment par rapport à ces trafics de numéros matricules et à ces barons de ces commis de l'État qui sont cachés derrière ce trafic. Je vous donne juste quelques exemples. Il y a des faits qui ont touché une certaine, qui sont rapprochés d'une certaine Guilavogui Thérèse Massa PV. Elle soutient, lorsqu'elle a été interpellée par les services du commissariat de Kaloum, elle soutiendra mordicus qu'elle s'appelle Cissé Aminata. Okay. Et qu'elle est fonctionnaire au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Qu'elle est détentrice du numéro matricule 302 577B. Ouais. Avant de se rétracter avec l'insistance, bien entendu, l'interrogatoire s'est passé de façon professionnelle. Oui. Elle s'est rétractée, elle avoue qu'elle s'appelle désormais Guilavogui, Thérèse Massa PV, qu'elle a âgé de 37 ans, secrétaire résident au quartier Carrière, Rail, dans la commune de Matam. Pour ce fait, elle déclare que le numéro matricule qu'elle a lui a été vendu par une certaine Dame Souma à 8 millions de francs guinéens. Ouais. Dame Souma, donc, qui est recherchée par les services de ce commissariat, et le salaire était versé au niveau de la banque sahélo-sahelienne pour l'investissement avec le numéro de compte que j'ai ici. Ouais. C'est pas le seul cas. Vous avez Kamara Mohamed Faliko qui déclare avoir été envoyé par son ami en séjour au village pour retirer son argent pour le lui faire parvenir. Interpellé par les services en charge de l'enquête, il déclare automatiquement qu'il s'appelle Keita Lansana. Ouais. On a pu joindre le véritable Keita Lansana au téléphone. Ce dernier va reconnaître les faits et il va confier que se nommer réellement Kamano François. Donc il ne s'appelle pas Keita Lansana, il s'appelle Kamano François, agent de police en service à la compagnie mobile d'intervention et de sécurité numéro 22 de la Cimenterie. Alors, également le salaire de ce monsieur était logé au niveau de la banque sahélo-sahelienne. Ouais. Vous avez Barry Mamadou Samba, âgé de 35 ans, économiste domicilié au quartier Tanen et Marché, qui utilisait le numéro matricule 379K, appartenant à So Ibrahima Sori, fonctionnaire au ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts. Il reconnaîtra ne pas être So Ibrahima Sori et qu'il serait lui-même victime d'un certain Barry rencontré par le biais d'une amie à sa belle-mère, donc à qui il a payé un montant de 15 millions de francs guinéens pour la transaction, c'est-à-dire pour avoir un numéro de matricule, donc être fonctionnaire dans notre pays. Donc pour cela, il reconnaît les faits et il s'est engagé à rembourser. D'ailleurs, il a versé 16 millions de francs guinéens pour restituer aux véritables ayants droit les salaires que lui, il a pris à sa place. Alors, il y a Barry Alpha Ousmane. Quant à lui, il reconnaît les faits, parce qu'il n'a pas nié tout de suite. Il reconnaît les faits et il dénonce Kamara Salifou et Dame Bangoura Fatmata Kalissa, avec lesquels il aurait acheté le numéro matricule 302
419V et celui de Sila Ibrahima en service au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Interpellé, Dame Bangoura Fatmata Kalissa déclare avoir simplement mis Barry Alpha Ousmane en contact avec Kamara Salifo, puisque ce dernier lui aurait un jour dit de tenir des matricules à vendre. Incroyable. Vous voyez, donc interrogé, le nommé Kamara Salifo, âgé de 43 ans, agent technique à UDG domicile à Gbessia, cité de l'air, corrobore les faits de Madame Bangoura et dit avoir négocié ce matricule pour Barry Alpha Ousmane avec un certain Rougeau en service à la CMS numéro 1 de Cameroun. Rougeau. Rougeau. Ouais. Alors, donc, le salaire de cette dame, le salaire de Sila Ibrahima est domicilié dans les livres de la BSIG, au numéro qui est là, où Barry Alpha Ousmane jouit de ses droits. Alors, sur les interpellations successives, il y a, je ne vais pas citer tous les noms qui sont là parce que c'est extraordinaire. Ouais. Vous avez Bervogui Lancé, âgé de 24 ans, déjà fonctionne au ministère du Budget avec son numéro matricule qui est là, en service donc à la division solde, qui reconnaît avoir usurpé les identités pour toucher depuis novembre 2017, date de prise en charge du salaire de Onivogui Akoui, fonctionnant au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, avant de le faire virer à la Banque populaire maroco-guinéenne. Au numéro matricule, au numéro de la banque du compte qui est également là, où il bénéficiait des avantages à la place de ce dernier. Ouais. Donc, ce monsieur d'ailleurs, puisqu'il a reconnu les faits, il a commencé à rembourser l'argent qu'il a perçu indûment. Donc, il avait commencé déjà à verser 20 millions de francs guinéens. Vous avez Kamara Fatmata, âgé de 31 ans, se disant comptable agent stagiaire de police en service à la CMS de Cameroun, qui rejette en bloc les accusations contre elle, mais les investigations ont prouvé qu'elle s'appelle également Kamara Fatmata parce qu'il y avait un lot de personnes interpellées à ce sujet-là. Il y a certains, mais un nombre très très minime, notamment le cas de cette dame-là. Alors, il y a énormément de cas comme ça, Lamine. Tout le dossier que j'ai en main porte sur des cas d'usurpation d'identité, mais également de trafic de matricules appartenant à d'autres personnes. Donc ça veut dire que c'est un phénomène qui existe. C'est un fléau. C'est un fléau qui existe dans notre pays. Vous avez des cas comme ça, comme celui portant sur M. Sila Babara, matricule, dans le numéro matricule est là, en service au ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts, qui porte donc à son compte, dont le salaire a été domicilié dans un compte ouvert par une autre personne. Alors, il se trouve que cette personne a été interpellée et le salaire du monsieur lui a été reversé. Certains se sont engagés même à payer entièrement tout ce qu'il percevait de façon indue. Donc, c'est un trafic qui existe. Je trouve que Dr Faya Minimono peut, s'il a vraiment envie de prouver son innocence, il faut que l'enquête soit menée. Mais c'est une enquête qui ne prendra pas assez de temps parce que ce trafic est bien répandu. Le commissariat de police du côté de Kaloum a rondement mené les enquêtes dans le temps. Il peut se rapprocher de ce commissariat. On peut faire toute la lumière sur cette histoire. J'ai personnellement un ami dont le nom et le numéro de téléphone sont utilisés par une autre personne. Incroyable. Qui perçoit également son salaire et à chaque fois, lui, il reçoit les notifications. Donc, c'est pas normal. Il faut un nettoyage à la fonction publique de notre pays et il faut mettre aux arrêts tous ceux qui sont à l'origine de ce trafic de matricules. C'est vrai qu'il faut payer les numéros matricules, il faut rembourser les montants que l'on perçoit indûment, mais au-delà du remboursement, mais il faut mettre en prison ces personnes. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Non, je suis parfaitement d'accord avec toi. Vous allez trouver des gens à Kaloum qui se prennent avec des sacs, ils n'ont pas de bureau, mais ils ont dans les sacs beaucoup de numéros matricules. Une importante quantité de numéros matricules. Après, on vous rebaptise, vous perdez le nom que votre père, votre mère vous a donné. On vous appelle Béavogué quelqu'un. Antoine Guérassi. Voilà, exactement. C'est pas normal, alors que le véritable Antoine Guérassi est quelque part. Il faut mettre fin à ce fléau et nettoyer notre fonction publique. Voilà, l'inspecteur Colombo. Radio Espace Guinée, les grandes gueules. Attention aux travers dans la profession. La rentabilité économique n'étant pas au rendez-vous, les entorses au professionnalisme dans les rédactions ont rongé la liberté d'expression qui reste à conquérir. Ces défaillances sont exploitées par les hommes politiques et les milieux d'affaires à leur avantage. Les grandes gueules, tous les jours 9h-11h sur Radio Espace Guinée et en simultané sur l'ensemble du groupe Adafo Média en région. Vous nous regardez aussi sur Espace TV exceptionnellement jusqu'à midi ce matin, mesdames et messieurs, pour la DER de cette saison 12 de Radio Espace, il faut le rappeler. Tamba, on a écouté l'enquête de Moïse. T'es même pas étonné en fait. Pas étonné, je vous disais tout à l'heure que on connaît tous quelqu'un qui est dans une telle situation. Pas plus tard qu'hier, je crois, hier ou avant-hier,
je recevais un message de quelqu'un avec qui j'ai collaboré dans une situation comme ça. On lui a demandé de l'argent pour lui affecter un numéro matricule. Vous savez, c'est grâce à ça que vous vous retrouvez à la fonction publique. Ça, c'est une pratique très courante dans notre pays. Donc, il m'a dit, écoute, ça fait 2 ans que j'ai donné de l'argent et le monsieur établi à la présidence de la République ne m'a pas aidé à devenir fonctionnaire d'État. J'ai dit, tu as toutes les informations? Il dit, oui, j'en ai avec même les audios. Je lui donne mon numéro et je lui écris un message. Je lui dis, envoie-moi les informations que je commence mon enquête. Il prend ce message que je lui ai envoyé, j'imagine une capture, qu'il envoie à ce monsieur. Et avant-hier, il m'a écrit pour me dire, quand j'ai montré ton message au monsieur, il m'a payé mon argent. Oui, parce qu'il voulait pas se retrouver dans les grandes gueules. Et donc, on se retrouve finalement dans cette situation. Ce trafic sur les numéros matricules. Lamine, tu as parlé de fléau. On a parlé de phénomène. Je trouve les mots vraiment justes aujourd'hui pour parler de ça. Depuis plusieurs années, c'est devenu endémique dans notre pays. On vit de ça. D'ailleurs, vous accédez aujourd'hui à la fonction publique comment? Vous êtes assis là et vous trouvez quelqu'un, vous le minimisez, mais il se promène, vous pensez qu'il fait rien. Mais quand il vous dit je peux te mettre à la fonction publique, il n'a pas totalement tort. Oui, il faut le croire. Exactement, s'il a le bras long, c'est quelque chose qui peut se faire. Alors, il vous demande de l'argent. On a vu des cas ici comme ça, qui nous ont été rapportés, où des gens ont pris beaucoup d'argent, parfois 8 millions, parfois 15 millions. Ça dépend du ministère où tu veux t'insérer. Ils prennent l'argent, ils le bouffent. Et après, vous savez, c'est de la fraude. Donc, vous n'avez pas le courage de brandir l'affaire. Il a bouffé votre argent. Comme on dit chez nous, c'est Dieu qui l'a bouffé. Dommage. Allez-y, Antoine. Il y en a parfois qui vous disent que si vous ne payez pas de l'argent lorsque vous souscrivez à cela, c'est après que vous avez été introduit à la fonction publique. Et lorsque vous avez l'assurance que vous êtes payé désormais, c'est dans ce salaire que vous prenez désormais pour lui payer son argent. Tellement la personne est sûre de ce qu'elle dit. C'est une pratique qui est courante en Guinée. Et généralement, on reçoit des messages dans ce sens. Il y a un certain Koli Goepogui que Moïse connaît bien, qui est très fort dans ce type d'enquête. Il est d'ailleurs à cheval sur cette enquête. Il y a un collectif qu'il a créé, le collectif 2000 fonctionnaires. Des victimes. Oui, si vous voyez, ils sont très nombreux. C'est un monsieur qui traîne un lourd fardeau. Mais il a un sac avec sa chevelure. C'est plus qu'une mallette. Vous vous rendez compte? Il est devenu vieux même. Nécessairement. Il fallait l'inviter dans ce sujet. Il est toujours sincèrement. présent. Il faut l'inviter. Il a un secrétaire pour prendre son sac. Il y a quelqu'un qui décroche le téléphone. Il ne travaille pas pour l'instant. Il n'est pas encore engagé à la fonction publique. Mais depuis 5 ans, il mène le combat. Mais il a un gros sac, on dirait une valise, avec laquelle il se promène à Conakry pour... Et dans ce sac, il y a tous les dossiers des éléments fictifs de la fonction publique. Il a tous les dossiers. Voilà, allez, nous partons sur le terrain en direct ce matin, exclusivité. Monsieur Mouktar Diallo. Les grandes gueules. Monsieur Mouktar Diallo, ministre de la Jeunesse. Mouktar, bonjour et bienvenue sur Radio Espace. Bonjour Lamine, bonjour à tous tes collaborateurs. Bienvenue, mon cher ami. Alors, vous êtes le ministre de la Jeunesse, en même temps président d'un parti politique, il faut le rappeler, si ça n'a pas été... L'NFD. L'NFD, voilà, c'est bien cela. Allez-y. Voilà. Monsieur le ministre, c'est le processus d'installation d'un Conseil national de la jeunesse avait été arrêté il y a plusieurs mois de cela en arrière. Avec vous, pourrait-on savoir les raisons véritables de l'arrêt du processus et aussi de la reprise, parce qu'on sait désormais que le processus pour l'installation définitive est engagé. Dites-nous-en, monsieur le ministre. Effectivement, le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes est engagé à mettre en place deux structures de jeunesse importantes, que sont le Conseil national de concertation sur l'emploi des jeunes et le Conseil national des jeunes de Guinée dont vous venez de parler. Effectivement, il faut rappeler que c'est grâce à l'appui technique et financier de nos partenaires du système des Nations Unies, l'UNFPA, le PNUD, l'UNICEF, OIM et l'ONUDI, sous l'égide bien sûr du coordinateur du système des Nations Unies, que nous sommes en train de mettre en place cette structure-là. Vous l'avez dit, le processus a été enclenché suite à la décision des conseils des ministres du 6 avril 2017 relative
à la mise en place du CNJ. Je rappelle que mon prédécesseur au ministère ici, le ministre Moustapha Maïté et son équipe avaient fait un excellent travail, et je le félicite de passage, dans le cadre du processus de mise en place de ce CNJ. Un travail a été fait sur l'ensemble du pays. Des organisations de jeunesse avaient été mobilisées et justement impliquées dans ce processus. Et il y a des travaux qui avaient été réalisés, notamment des réflexions qui ont été suivies par l'élaboration et l'adoption des textes, les statuts, le règlement intérieur et le code électoral. Bien sûr, comme vous l'avez dit, le processus a été interrompu. Je ne suis pas le mieux placé pour donner les raisons, mais j'ai appris, selon les informations, que c'est suite à des contestations de la part de certaines organisations de jeunesse. Et donc, justement, monsieur le ministre, si vous permettez, on sait qu'à échelle sous-préfectorale, préfectorale et régionale, il y a des concertations pour établir des structures fêtières, mais aussi des candidats, par exemple par préfecture et puis par région. On sait qu'à Mamou, il y avait cette rencontre qui avait fait tout éclater. On a dû à la suite arrêter. La question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que ces distensions, ces contradictions internes qui existaient avec les structures sont désormais dépassées? Est-ce qu'on est parti pour la bonne foi? Effectivement, le souci de l'arrêt, c'était justement pour s'assurer de l'inclusivité du processus, faire en sorte que l'ensemble des organisations de jeunesse participent effectivement et activement au processus. Et maintenant, bien sûr, depuis que nous sommes là, nous avons mis en place un mécanisme pouvant justement faciliter la mise en place de ce Conseil national des jeunes, qui est une importante structure de jeunesse, bien sûr, de façon inclusive. Et là, nous allons relancer le processus et nous sommes certains que cette fois-ci, avec bien sûr le soutien des uns et des autres, avec la participation active des organisations de jeunesse sur l'ensemble du pays, nous arriverons à bout. Et je rappelle que c'est même une obligation pour la Guinée, qui est signataire de la Charte africaine de la jeunesse, du 2 juillet 2006 à Banjul, et donc qui est ratifiée. Donc je disais que la Guinée a ratifié cette charte le 17 juin 2011. Donc c'est une obligation pour la Guinée de mettre en place une structure qui pourra aider les jeunes de Guinée. Monsieur le ministre, c'est certes une obligation de la mettre en place, mais connaissant la Guinée, est-ce que vous nous garantissez ce matin que cette fois-ci sera la bonne? Qu'est-ce qui nous dit que Mokhtar réussira là où Moustapha Maïté a échoué? Eh bien, quand même, Antoine. Il a échoué, Lamine. Non, mais ça a été un échec. Ce n'est pas la question. Je ne dirais pas que le ministre Moustapha Maïté a échoué, parce que nous sommes en train de bâtir sur ce qu'il avait fait à l'époque. On ne commence pas à zéro. Il y avait déjà des acquis, donc nous relançons le processus à partir de ces acquis. Et nous avons bien sûr pris toutes les dispositions en termes d'information, en termes de mobilisation, justement. Quelles sont les garanties, monsieur le ministre? Qu'est-ce qui nous dit que cette fois-ci sera la bonne? Il n'y aura pas de contestation de justement, jeunes. Et que ça ne soit pas politisé. Voilà. Hein, c'est très important. Parce que beaucoup de voient une main noire de Alpha Condé derrière ça. Hein. Mais écoutez, nous ne pouvons pas empêcher de contestation. C'est tout à fait normal qu'il y ait des contestations. Mais je veux vous dire, on a mis en place un comité ad hoc composé de cadres chevronnés du ministère, composé des partenaires techniques et financiers, du système des Nations Unies, composé même de certaines organisations de jeunesse, des réseaux d'organisations de jeunesse, qui ont une certaine légitimité. C'est le RAJGI, c'est Afrian, c'est le club des jeunes filles de Guinée. Tout ça pour s'assurer justement de la présence des jeunes sur l'ensemble du processus. Et donc, comme je vous l'ai dit, nous allons tirer les leçons du passé, justement faire en sorte justement que nous levions tous les obstacles qui vont se dresser devant nous. Bien. Avec la participation et l'implication
de toutes les bonnes volontés. Bien, le ministre Mokhtar Diallo, en direct ce matin sur les GG. Allez-y, Moussa Moïsila. Mais monsieur le ministre, est-ce que vous avez une certaine garantie qu'au niveau du choix du jeune qui va présider aux destinées de cette organisation assez importante, est-ce que vous avez la garantie que ce choix se fera de façon judicieuse et que ça va être un personnage qui sera donc choisi ou élu en fonction de ses qualités intellectuelles intrinsèques, en fonction de ses valeurs intrinsèques, et qu'on ne mettra pas en avant son militantisme au sein du Grand Navet Jaune? Ça, c'est la première question. La deuxième question, monsieur le ministre, est comment faire de telle sorte que cette grande organisation ne soit pas un instrument politique complètement dans les mains du pouvoir en place, qui va en faire son joujou, quoi, en fait. Bien sûr, des garde-fous sont mis en place. Je rappelle que le CNJ est totalement apolitique. Il représente l'ensemble des jeunes de Guinée. Bien sûr, il réunit les différentes organisations de jeunesse dûment constituées et légalement enregistrées. Et le processus se fera de façon transparente, selon les règles contenues dans les statuts, dans le règlement intérieur. Il y a même un code électoral qui définit les critères. Je peux vous dire, par exemple, il y aura des élections qui se feront aux différents niveaux. Sous-préfecture d'abord, sous-préfecture et communale bien sûr, après au niveau des préfectures, au niveau des régions, puis au niveau national, pour élire le bureau exécutif du Conseil national des jeunes de Guinée, sur la base d'ailleurs des critères. Je cite rapidement même quelques critères sur lesquels nous serons très regardants et rigoureux. Par exemple, pour être candidat, présider la destinée du CNJ, il faut être bien sûr de nationalité guinéenne. Il faut avoir 3 ans d'expérience avérée dans la vie associative. Il faut avoir un niveau d'études de bac plus 3 au minimum. Il faut avoir la connaissance de l'outil informatique. Être résident en Guinée depuis 2 ans. Donc au moins avoir un casier judiciaire vierge. Et surtout être jeune en vrai, hein, c'est très important, Mokhtar. Hein. Voilà. Allez-y, Tamba. Oui, parce que en Guinée, on peut devenir plus vieux et plus jeune. Ça dépend des besoins de la cause. Monsieur le ministre, vous avez aussi mentionné un conseil national de concertation des organisations de jeunesse. Question ce matin, quel va en être le rôle et quelles vont être les interactions avec le Conseil national de la jeunesse, qui lui est aussi un organe consultatif pour la jeunesse tel qu'on l'a vu dans la sous-région? Je n'ai pas compris. Quel va être le rôle du Conseil national de concertation que vous avez mentionné à l'entame de votre propos? Quel va être son rôle? Quelles vont être les interactions entre ce conseil-là et le Conseil national de la jeunesse, qui lui, comme on le sait d'après l'expérience sous-régionale, est un organe consultatif très utile à la gouvernance? Oui, absolument. Il y a le Conseil national de concertation sur l'emploi jeune qui sera mis en place par un arrêté du Premier ministre. Et c'est le Premier ministre, chef du gouvernement d'ailleurs, qui en sera son président. Bien sûr, le ministre en charge de l'emploi jeune, le vice-président. Il y aura des membres venant de l'ensemble des ministères qui sont concernés par l'emploi jeune. Il y aura aussi la représentation des partenaires techniques et financiers. Ça, c'est un instrument à part. Mais le Conseil national des jeunes de Guinée a pour mission fondamentalement d'offrir aux organisations membres un espace d'expression, de consultation, de concertation, d'échange et de synergie, de réflexion et d'action, bien sûr, en vue d'une meilleure participation des jeunes dans le processus de développement et dans les instances de prise de décision. Le CNJ, à l'image d'autres pays d'ailleurs, doit mettre en place une synergie des organisations de jeunesse afin d'accroître la créativité des jeunes, d'optimiser leur potentiel d'action et de participation au développement. Bien sûr, jouer un rôle d'interface entre, d'une part, les organisations de jeunes, l'État, et d'autre part, entre les organisations de jeunesse et les partenaires techniques et financiers. Préparer
et assurer la représentation des organisations des jeunes aux concertations locales, nationales et internationales. Il faut dire qu'actuellement, il y a beaucoup d'opportunités au niveau africain international. Qui échappe malheureusement aux jeunes de Guinée à cause de l'absence du CNJ. Bien. Donc, le CNJ va être une force de réflexion, de proposition, n'est-ce pas, d'action sur toutes les questions intéressant les jeunes et sur la vie, n'est-ce pas, de notre pays. Bien. Et en plus, il fera un point, il va donner son avis sur l'impact des politiques gouvernementales sur les jeunes, sur l'impact, même sur l'élaboration des politiques publiques sur la jeunesse. Bien. Donc, c'est une importante structure qui sera bénéfique à la jeunesse de Guinée. Et je pense d'ailleurs qu'on a tardé à la mettre en place, mais cette fois-ci, nous prenons toutes les dispositions pour aller au bout du processus pour que la Guinée, enfin, ait son CNJ à l'image des autres pays. Merci beaucoup, Mokhtar Diallo, en direct ce matin. Une question politique, on ne va pas vous lâcher comme ça, Mokhtar. On entend que vous allez fondre votre parti au RPG Arc-en-Ciel. Qu'en est-il, Mokhtar Diallo, si ce n'est pas fait déjà? Non, ça n'a jamais été à l'ordre du jour. Ça n'a pas été à l'ordre du jour. Non. Donc ça ne se fera pas. Non, mais je vous dis que ça n'a jamais été à l'ordre du jour. Oui, mais je pose la question, ça ne se fera pas, Mokhtar. Vous savez qu'NFD, Nouvelle Force démocratique, c'est un parti démocratique dont le fonctionnement et l'organisation obéissent à ses statuts et règlements intérieurs. Et donc, dans le cadre d'un management participatif de l'ensemble des membres du NFD. Donc, ce n'est pas mon parti qui prend cette décision. Si un jour, la question doit se poser, mais encore une fois, comme je vous le dis... Si un jour, la question devait se poser, c'est ça? Donc, ce n'est pas exclu. Bon, si un jour, ça devait se poser, donc ce jour-là, on en parlera. Oh, Mokhtar. Donc, ce n'est pas à l'ordre du jour, ça ne se fera jamais, ou bien c'est rien exclu? Oui, mais je dis que ce n'est pas à l'ordre du jour. Vous savez, nous ne sommes pas dans la politique fiction. Dans le maraboutisme politique, donc nous attendons que les choses soient posées selon le contexte. Donc pour nous prononcer et prendre les décisions importantes sur la base de la légalité, de l'objectivité et de l'intérêt général, l'intérêt de la Guinée. Voilà. En tout cas, nous vous souhaitons bon courage, bonne chance à vous et très bonnes vacances. Merci beaucoup, en tout cas, monsieur le ministre. Merci Lamine, merci à Tamba, je pense à Moïse aussi et tous ceux qui sont là-bas. Merci et félicitations pour le bon travail que vous faites. Merci beaucoup, monsieur le ministre. À très bientôt. Au revoir. Les GG continuent sur Radio Espace. Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99.